Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Jérôme Calais, bouquiniste parisien et président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Les bouquinistes, c'est une certaine image qu'on peut avoir de la France, des quais parisiens, certes, mais c'est aussi et surtout une histoire de passion et de transmission que Jérôme incarne de la plus belle des manières. C'est dans cette perspective qu'il a récemment réussi à faire inscrire les bouquinistes de Paris au patrimoine culturel immatériel. Alors qui mieux que lui pour nous en parler ? Et avec Jérôme Calais, on a parlé de la manière dont il est devenu bouquiniste, du procédé concret pour réussir à avoir son périmètre sur les quais parisiens, ou encore de ce rapport quasi sacré qu'il entretient avec les livres. Bonne écoute. Jérôme Calais, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas enregistré d'entretien dans un café. Alors aujourd'hui, on est au Jujura, à Paris, Jujura, dans un lieu que de toute évidence vous fréquentez régulièrement. Et alors, on se retrouve ici pour évoquer votre métier de bouquiniste et par extension votre fonction de président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Ça fait combien de temps que vous êtes le président d'ailleurs ? Alors, ça va faire la 10e année. Ça va faire 10 ans. Pour quelle raison ? Vous avez pris cette initiative, ouais. C'était tout simple, l'association existait depuis 3 ans, le premier président était décédé au bout d'1 an, elle avait vivoté les 2 années suivantes et au terme de ce premier mandat, puisque l'association a été créée il y a un peu plus de 12 ans, le bureau ayant démissionné en bloc, soit l'association était dissoute, soit quelqu'un se présentait, donc j'ai à la hâte réussi à convaincre 2 de mes collègues de faire une la trésorière et l'autre le secrétaire, et on a repris l'association et on a essayé de l'activer de manière très concrète pour la corporation, la communauté si on peut dire. Ok. Bon alors, bouquiniste c'est un métier magnifique sur le papier en tout cas, mais je suppose qu'on n'arrive pas comme ça sur les quais déjà. Je sais que vous avez été musicien classique, j'étais contrebassiste. Contrebassiste. Comment ça s'est passé pour vous cette reconversion ? C'était une reconversion dans la mesure où en fait moi les quais je les fréquentais depuis le tout début des années 80. À l'époque je faisais l'école du Louvre en parallèle avec le conservatoire. Ah, ok. Et j'avais lié avec un certain nombre de bouquinistes à l'époque, donc parce que j'étais tombé dans les livres très tôt. D'accord. Bien avant ça. Et donc en venant sur Paris, j'ai découvert les quais, les boîtes, les bouquinistes, les livres qu'il y avait dedans, et d'amitié liée avec ces marchands de plein air, ces libraires de plein air, est arrivée l'idée que j'étais peut-être fait pour ça. Enfin, c'est ce qu'ils eux me disaient. Et, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et puis en parallèle, la musique, c'est vrai que j'étais freelance. Il y avait des hauts, des bas. C'était pas évident. Il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui pour se faire joindre immédiatement. Donc, même si j'avais vécu quelques très belles expériences avec quelques grands chefs, je voyais pas trop le bout du tunnel, alors que les livres, qui étaient une passion, la seule retenue que j'avais, c'était de me dire transformer une passion en métier. Est-ce que c'est une bonne chose ? Et en fait, oui, c'est une bonne chose. Ouais. Le constat est quand même très positif là-dessus, puisque 30 ans après, je suis toujours bouquiniste. On est là, ouais. Mais oui, donc, et les copains me disaient ça. J'ai eu une opportunité. J'avais un ami qui était Jacques Spakiana, qui était un des leaders du groupe Lettriste, qui était également bouquiniste, qui m'avait un peu adopté, et qui m'a dit, moi je vais arrêter si tu veux, je te parraine, je te passe mes boîtes, bref, il m'a mis pied à l'étrier, et donc j'ai repris sa place, tout, et voilà. Et vous avez le souvenir d'un métier difficile au départ ? Difficile, c'est un métier et un travail bouquiniste. Je suppose qu'il faut s'y adapter quoi qu'il en soit, mais... Oui, alors c'est vrai qu'au départ on n'a pas complètement conscience de ce que c'est vraiment de vue de l'extérieur. Quand on est entre client et bouquiniste, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement il y a un cahier des charges qui est assez lourd, entre le bruit, qui est vraiment la chose la pire qui est à supporter, mais aussi les intempéries. En hiver il fait froid, en été il fait chaud, il y a les bourrasques, les giboulées, le vent. Les livres c'est fragile aussi. Les livres c'est délicat, donc on est obligé de les emballer pour les protéger. C'est vrai qu'il y a un cahier des charges qui est un peu fort, mais c'est vrai que devenir bouquiniste c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que d'abord les rencontres. Ouais. Les rencontres, et puis aussi une chose que j'avais pas dans la musique, quand vous commencez à travailler avec un orchestre, vous avez un contrat, vous devez respecter des horaires, vous devez respecter un certain nombre de choses. Là, les quais, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Vous êtes votre patron, on est tous à peu près tous auto-entrepreneurs, mais voilà, vous êtes vraiment libre. Vous savez, ce luxe suprême que finalement, on a l'impression que peu de gens ont
ont compris. Je crois que c'est pas l'argent le luxe, c'est la liberté, c'est pas le pouvoir, c'est pas tout ça. C'est un pouvoir, la liberté, de pouvoir user de la liberté. Mais c'est vraiment le luxe suprême. Je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux, quoi. Ouais, c'est précisément ce genre de métier où il n'y a pas de journée type comme on les appelle. Alors parlons un peu concret. Pour devenir bouquiniste, il faut quoi? Déposer un dossier auprès de la mairie? Alors d'abord, il faut de la passion, il faut aimer les livres. Passion, ça, oui. Voilà, bien sûr, ça c'est la partie intellectuelle entre guillemets. Et puis moi je le dis là parce que c'est vrai que dernièrement il y a eu une commission et je sais pas. Alors les dossiers, on a l'impression parfois que on a des gens qui effectivement veulent devenir bouquinistes, qui aiment lire. Oui, il y a des dossiers déposés auprès de la mairie. Je vais vous expliquer le protocole. Mais on a l'impression que par contre, au niveau de la connaissance du livre ancien, du papier, de tout ce qui concerne les arts du livre, c'est très léger. Souvent, on a très peu de gens qui sont vraiment qui sont vraiment des bibliophiles, mais aussi des gens qui connaissent bien le marché, qui savent que tel type de livre, tel sujet, selon le avec la valeur, parce qu'il y a quand même une valeur qui est spécifique. Quand je dis c'est un métier et un travail, c'est un métier parce que d'abord on n'a jamais fini d'apprendre jusqu'à la mort. On apprend tous les jours on apprend quelque chose, on découvre des livres qu'on n'imaginait pas, qu'on ne pensait pas, des éditions incroyables, et c'est aussi quelque chose qui requiert énormément de culture. Mais alors pour devenir bouquiniste, alors il y a un dossier, c'est très simple, en fait il faut aller sur paris.fr, il faut aller consulter vos bouquinistes, c'est le service de l'attractivité et de l'emploi qui est rue de Cîteaux, qui s'occupe de tout ça. Vous remplissez un dossier, lettre de motivation, CV, casier judiciaire, etc. Et puis, je ne sais plus les pièces administratives qui sont requises. Mais en gros, c'est relativement simple, intuitif. C'est relativement simple, une lettre de motivation évidemment, et puis des expériences dans le CV. Si vous avez des expériences avec des libraires, particulièrement proches du métier, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Est-ce qu'il y a des comptes à rendre ou pas à la mairie au fur et à mesure de son activité? À la mairie, il faut déjà une assurance que fournit l'association avec son adhésion à l'association. Et puis, il y a des comptes à rendre dans la mesure où il y a un cahier des charges. Là aussi, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter. Un bouquiniste est et doit rester fondamentalement un libraire. Un bouquiniste, c'est libraire. C'est pas marchand de souvenirs. Je sais plus combien. Alors, je sais pas combien de boîtes de mètres carrés un bouquiniste dispose, mais tout ça est très réglementé. La dimension des boîtes, la longueur. Je crois qu'il y en a une ou je sais plus combien. On a 4 boîtes. On parle d'un jeu de boîte. Et voilà. Et alors, quand je dis on n'est pas des marchands de souvenirs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vendre des souvenirs et que c'est quelque chose de répréhensible. Attention, moi je dis que c'est un mal nécessaire et beaucoup de mes collègues vendent un peu de souvenirs, mais c'est quelque chose qui ne doit pas excéder le contenu d'une seule boîte, une boîte unique. Okay. Les 3 autres boîtes devant être réservées aux livres. Et si on est en vente, c'est principalement pour l'argent ou Alors, moi je dis que c'est en cela que c'est un mal nécessaire parce que ça permet à beaucoup de bouquinistes d'assurer la base de leur chiffre d'affaires et de leurs frais simplement de vie, parce que comme tout le monde, les bouquinistes, ils ont besoin de s'habiller, de se nourrir, de se loger. Parfois, ils ont même une famille à entretenir et c'est pas facile. Déjà que c'est pas un métier pour devenir riche, c'est un métier de passion, c'est un métier assez compliqué, surtout aujourd'hui avec la concurrence des nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies, on peut dire ce qu'on veut, mais les téléphones, les ordinateurs, tout ça, ça a un vrai coût. C'est de l'argent qui ne part plus dans les livres. Et surtout, c'est chronophage, c'est-à-dire ça mange un temps et une concentration à tout être humain qui fait qu'à la sortie, c'est autant de disponibilité en moins pour la lecture. Oui, d'ailleurs, quand on s'est parlé pour la première fois au téléphone, vous m'avez dit que les nouvelles technologies, précisément, tout ça, c'était pas trop votre fort, selon vous. Et malgré la crise du Covid qui a eu lieu ces dernières années, vous refusez toujours à la vente en ligne comme certains de vos collègues. Moi, je travaille comme je travaillais quand j'ai commencé il y a à peine plus de 30 ans. Moi, je travaille toujours pareil, sur crayon, papier, j'ai mes fiches, j'ai mon carnet d'adresses avec mes clients, les demandes, je note tout ça. Et puis, non, je refuse l'Internet. Je pense personnellement que les nouvelles technologies nous présentent un intérêt pour nous, bouquinistes, qui certes sommes devenus un peu un anachronisme aux yeux de beaucoup, par notre mode de fonctionnement et mode de fonctionnement. Je pense que les nouvelles technologies n'ont intérêt que pour faire venir les gens sur les quais, pour les faire revenir, revenir. Voilà, c'est-à-dire faire notre promotion, rappeler aux gens qu'on est là, que chez nous, chez nous, il y a pas, c'est pas abstrait, on se regarde les yeux dans les yeux, on se parle de vive voix, on échange des connaissances, des idées, des passions.
Et ça devient quelque chose de très rare dans une société qui se déshumanise de manière outrancière, avec tout doit se faire sur le net, tout doit se faire sans rencontrer personne, les machines, il faudra peut-être pas oublier, enfin bon je sais pas, même nous on on n'a pas été conçus par des machines, hein. Il y a un homme, une femme qui se sont rencontrés, puis voilà, crac. Oui, et puis après la base quand même du métier de bouquiniste en l'occurrence, c'est le dialogue, l'échange, la exactement. Transmission. Exactement, c'est ce qui a toujours fait notre force, je pense. Et donc c'est là-dessus qu'il faut insister. Et j'aime bien parce que c'est un lieu de promenade magnifique. Moi je dis toujours qu'on a un bureau absolument extraordinaire. Moi j'ai le Louvre, le Vert-Galant, la Samaritaine, la Henri IV, le Pont-Neuf, la Seine, les arbres, la Monnaie de Paris d'Antoine, l'Académie française. Enfin, on a connu pire. Ouais, on a connu nettement pire. Mais et déjà c'est un lieu de promenade super. Et en plus c'est un lieu de... Je veux pas faire... l'apologie des bouquinistes, mais enfin... écoutez, vous êtes là pour ça aussi. Mais c'est vrai, oui, mais bon, il y a un nombre de personnalités incroyables sur les quais, parce que quelque part, ce sont des gens un peu hors du commun. On est sur... chaque bouquiniste, c'est une personnalité, quelque part. Ils ont tous quelque chose... je dis pas qu'ils ont un grain, parce que bon, moi peut-être, mais si, mais bon. Mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose qui fait... quelque chose en plus, c'est un métier qui a profondément du sens, et je pense que quand on devient bouquiniste et qu'on le reste, ce qui est le cas de 99% des bouquinistes, c'est vraiment parce que c'est vraiment autre chose. Je dirais ce sont des marginaux au sens noble du terme. Combien il y a de bouquinistes, vous savez, à Paris ou pas? Alors actuellement, avec les 18 nouveaux nommés, on doit approcher des, je dirais, 235. Est-ce qu'il y a des boîtes inoccupées? Alors, il y a toujours, de tout temps, il y a toujours quelques jeux de boîte qui sont en déshérence, parce que quand même la mairie gère tout ça. Parce que parfois, je me balade et je me dis, c'est fermé, mais peut-être qu'il n'est pas là. Et alors, peut-être que... c'est un peu plus compliqué que ça. Disons qu'il y a des boîtes qui, effectivement, parfois, il y a un problème de succession, donc ça traîne un peu. La mairie ne pouvant pas proposer un emplacement qui est encore occupé par les boîtes du précédent bouquiniste. Il faut que les boîtes soient parties, or parfois c'est compliqué, donc il y a quelques petits problèmes successoraux qui font que quelques emplacements sont encore en attente d'être proposés à la nomination, mais les boîtes inoccupées, bah oui, le problème c'est qu'on a un peu là assisté à... Est-ce que c'est l'effet du Covid? Est-ce que c'est l'effet... Je sais pas. On assiste à un vieillissement global de la population des bouquinistes. Hein. Il faut savoir que 40% des bouquinistes ont passé les 65 ans et 40% sont entre 50 et 65 ans. Je voulais vous parler de cette jeune génération. Est-ce qu'elle existe ou pas? Alors oui, on a quand même quelques jeunes qui ont été nommés, heureusement. Donc oui, on apporte un peu de sang neuf, mais c'est vrai que les moins de 50 ans sont largement minoritaires dans notre métier. Alors après, attention, c'est quand même un métier qui demande d'avoir roulé sa bosse pas mal, d'avoir acquis une culture générale, Moi, quand je suis arrivé, j'avais 27 ans à peu près, 27-28 ans. Ça faisait 20 ans que j'achetais des livres anciens quand même. J'avais commencé très jeune, j'étais un peu l'exception à la règle. Voilà, il y avait une base. Ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup des nouveaux nommés. Mais effectivement, c'est un métier, sauf si vous êtes fils ou fille de bouquiniste, voilà, il y a quand même pas mal de choses à connaître. Et puis concrètement, il n'y a pas de formation bouquiniste? Alors non, la formation, elle se faisait jadis avec, c'était un peu une tradition, je dirais jusqu'à l'an 2000, on va dire. Quand un jeune voulait devenir bouquiniste, il finissait par se lier avec un bouquiniste, et le bouquiniste lui vidait une boîte sur les 4. Il mettait ses bouquins à lui, il se payait avec la vente de ses propres livres, il apprenait le métier en même temps, et il aidait le bouquiniste à tenir le jeu des 3 autres boîtes. Et voilà. Et c'était une très bonne formation, parce qu'il voyait concrètement qui passait, quelles étaient les demandes, comment ça se passait. Il apprenait les ficelles, il vivait la situation du bouquiniste. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est un peu raréfié. Alors c'est vrai que ça serait plus facile si on récupérait la 5e boîte qui nous a été enlevée en janvier 43. Qui nous ramènerait de 8 mètres 60 actuellement, je crois, la longueur autorisée, à 10 mètres. On était à 10 mètres jusqu'en janvier 43. Le préfet de la Seine a ramené à 8 mètres et a fait disparaître une boîte sur 5 de chaque bouquiniste, ce qui a réduit de près de 100 000 ouvrages l'offre à l'époque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait enrichir la librairie à ciel ouvert que nous constituons de près de 100 000 ouvrages, ce qui serait fantastique. Ça la valoriserait, ça la rendrait d'autant plus attractive, et ça nous permettrait à nous de rater un peu moins de ventes, puisque, voilà, avec à peu près 400 livres, 500 livres par boîte supplémentaire, il y a souvent non, je l'ai pas, il est à la réserve, il est au stock. Donc on rate des ventes, et là avec un peu plus de livres
proposer, on a plus de chances de vendre. C'est une évidence. D'ailleurs, ces livres, d'où ils viennent? Ils viennent de plein de sources différentes. Je dirais que à ce niveau-là, chaque bouquiniste fait un peu sa cuisine. D'accord. Il y en a qui font les brocantes, les débarras, les vides-greniers, les pots-ventes, les salles des ventes. Voilà, ça peut être des lieux pour s'approvisionner. Et puis il y en a qui font, c'est plus mon cas, moi je marche avec un réseau, amis, clients, famille. Les proches, très bien. Voilà, des gens qui me connaissent, qui savent que je fais ce métier et que je suis susceptible d'acheter. Oui, c'est un peu, il n'y a pas de règles concrètement. Voilà, et donc on me téléphone parce que le grand-père de monsieur Untel, le cousin, voilà, et où on déménage et puis il y a trop de livres. Et moi j'y vais, je choisis les livres qui m'intéressent et puis voilà, c'est pas plus compliqué. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Moi je suis un peu un doux rêveur et puis pour moi le livre c'est le plus beau compagnon pour s'évader qui se puisse, et puis ça fait travailler l'imaginaire. Moi je dis toujours que ma spécialité c'est un peu le rêve et l'évasion, c'est les voyages, les aventures, l'exploration. Donc si on vient sur votre stand, d'ailleurs je ne sais pas si est-ce qu'on appelle ça un stand. Oui, on peut appeler ça un stand. On trouvera du voyage par exemple. Voilà, des voyages, des explorations, enfin du rêve. Parce que c'est vrai que moi je prends l'exemple de ma famille, on a fait beaucoup de spéléologie, ma famille a beaucoup versé là-dedans, donc on a une très belle bibliothèque sur le sujet, mais c'est vrai qu'on était en Normandie. Pour la spéléologie, à part les carrières de Caumont, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu le désert. En tout cas, on ne pense pas à spéléologie tout de suite. Quoi. Et donc, on faisait la spéléologie quand on partait aux grandes vacances en Ardèche, là, par exemple. Et c'était le mois où on pouvait vraiment s'adonner à notre passion. Mais le restant de l'année, à travers les livres, on faisait de la spéléologie. Et ça, c'est merveilleux aussi. Vous avez déjà découvert, vous avez déjà tenu peut-être entre vos mains une pièce... Enfin, un livre, en l'occurrence, extraordinaire, très rare. Bien sûr, non, ça, de ce côté-là, c'est l'avantage de ce métier, c'est que d'abord, on rencontre des gens fantastiques, qui ont des bibliothèques assez extraordinaires, et qui, si vous liez avec eux, vous pouvez, ils vous font partager leur trésor. Oui, bien sûr, j'ai eu des choses assez extraordinaires. Après, de par le travail, moi je sais que j'achète, pour ainsi dire, plus en vente publique, mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas, par contre, de me rendre régulièrement en vente publique à l'exposition pour voir des choses, les toucher, parce que c'est pas la même chose. Vous voyez une photo, vous voyez à travers une vitrine, c'est pas la même chose que de prendre en main. Et oui, j'ai eu des choses assez extraordinaires. Je me souviens un jour d'un petit livre par la taille, mais un grand livre par le contenu. C'était la relation du couronnement de Louis XIV. C'était une manuscrit originale avec les dessins originaux à l'intérieur qui venaient d'un coffre. Il sortait d'un coffre en Suisse, une grande succession du baron Rélier. Et j'avoue que c'était chez Sotheby's. Et j'ai demandé à Anne qui supervisait la vente, elle m'avait dit, regarde ça. Et c'est vrai que je l'ai eu en main, c'était très très émouvant, parce que c'était l'exemplaire qui avait servi de base pour l'impression de l'ouvrage après, mais qui avait été offert au roi, à Louis XIV. Donc, puis après, les guerres, les révolutions, les machins, ce livre était arrivé finalement en Suisse un jour, et maintenant il est à la BNF. Et vous collectionnez vous-même ou pas les livres à la maison? Collectionner, j'aime pas ce terme, parce que on collectionne les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres, les voitures, qui sont des objets. Un livre, pour moi, c'est tellement plus chargé, tellement plus riche, tellement la somme de tellement de choses, que c'est pas un objet, c'est trop vivant, c'est l'élaboration de tellement de choses. Ça paraît banal comme ça quand on en a un en main, mais non, c'est pas arrivé comme ça. C'est des dizaines, des milliers de personnes qui ont travaillé pour l'élaboration des caractères, du papier, de la pensée, tout simplement. C'est la somme de réflexions, de revues, pensées. Et donc, non, j'aime pas le mot de collection, mais oui, j'ai une bibliothèque. J'ai une bibliothèque beaucoup sur les arts du livre, parce que je trouve que c'est un aspect intéressant. Enfin, c'est quelque chose, c'est le fond et la forme, vous voyez, comme je dis toujours. Si je vous propose un verre de Mouton Rothschild 83, je crois que c'est pas une mauvaise année, dans un gobelet en plastique, vous allez me le jeter au visage en me disant que ça ne se fait pas. Voilà, je dirais que pour les livres, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. Lire les lettres de la religieuse portugaise, par exemple, qui sont parmi les plus beaux livres d'amour qui se puissent, imprimés sur PQ, je crois que c'est pas la meilleure formule. Autant le lire, si on peut le lire sur un beau papier avec une belle typo. Les illustrations ne sont pas indispensables, mais voilà, si on peut le lire dans
c'est tellement meilleur. C'est comme un beau plat servi dans une belle assiette avec des beaux verres et des beaux couverts. C'est juste le fond et la forme. Voilà. Donc voilà, je suis assez sensible. Et puis c'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça. Je m'intéresse au livre depuis toujours et je trouve que c'est tellement plus beau d'avoir le fond et la forme. Je suis d'accord. Alors Jérôme, en 2018, vous avez réussi à inscrire les bouquinistes de Paris au patrimoine culturel immatériel. Ouais, alors je suppose que c'était une grande victoire pour la profession. Disons que oui, c'était une idée qui me trottait dans le crâne depuis longtemps parce qu'en fait, on est implicitement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à travers le décret de classement de Paris en 1972, je crois, et aussi à travers l'autre décret de classement des Berges de la Seine, je crois, de 1991. Et en fait, on n'est qu'implicitement, on n'est pas nommé à aucun moment dans ces deux machins. On est dans le périmètre. Ouais. Et en fait, on n'a aucun vrai classement qui nous soit propre. Et voilà. Et donc, je savais depuis un moment qu'il y avait cette carence. Et en 2018, pour diverses raisons, j'ai décidé que je lançais l'idée et le dossier. Ce que j'ai fait en mois de mars, ça a été relayé vraiment là, je leur sais gré, très bien par Le Figaro et Le Monde, ce qui a fait tache d'huile. Et à partir de ce moment-là, l'avion a décollé. Je me suis attelé au boulot pour faire le dossier parce que c'était pas une mince affaire. Donc j'ai commencé à réunir tous les éléments possibles pour l'histoire, comment fonctionnait le métier. Le dossier a couru et on a été inscrit au patrimoine culturel immatériel français le 6 février 2019. Voilà. Et après, j'ai marqué une pause parce que après, la prochaine étape, c'est le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. J'allais exactement vous demander quelle est la prochaine étape. Voilà. Alors ça, pour cette étape-là, j'attends la fin des élections, au moins les présidentielles, peut-être les députés, on va voir. Ouais. Voir quelle est la nouvelle équipe qui est en place, puisque c'est pas gagné d'avance que les personnes qui sont actuelles. Voilà, ça se joue quand même au plus haut niveau de l'État. Et on est en concurrence cette année, je pense qu'on sera en concurrence avec les couvreurs zingueurs des toits de Paris. Alors, c'est sûr que nous, on est un peu, je dis toujours en plaisantant, en ironisant, des clochards Paris pathéticiens, on n'a pas de sous. Mais bon, on a un très très bon dossier parce qu'on est très très cher au cœur des Parisiens, des Franciliens, et tout simplement, je crois, au cœur de majorité de gens, parce que pour la planète, on est un symbole majeur de Paris. Et les touristes qui viennent à Paris viennent, j'ai envie de dire, presque en premier nous voir. J'en veux pour preuve que, quel que soit le pays où vous alliez, quel que soit le mode d'écriture, que ce soit en idéogramme chinois ou japonais ou en caractère cyrillique, ça s'écrit de manière, je serais un peu capable de vous le lire, mais ça se prononce bouquiniste. Il n'y a pas de traduction au mot bouquiniste. Un bouquiniste reste un bouquiniste quel que soit le pays où vous êtes. Et effectivement, on est vraiment un super dossier parce que ça fait 450 ans qu'on est là. Et je crois que je le vois au niveau de l'Institut de France, au niveau de tous les personnes que je peux rencontrer au plus haut niveau de l'État. Il y a j'ai un amour, j'ai envie de dire, pour nous, un attachement considérable. Comment on explique qu'il n'y a quasiment que des bouquinistes à Paris ? Je viens de Lyon et je sais qu'il y en a à Lyon sur un quai. Voilà, alors à Lyon, c'est une copie qui doit remonter à peut-être un peu plus de 30-40 ans, je dirais. Mais est-ce qu'il y en a dans d'autres villes ? Alors non, c'est ça la chose qui est assez étonnante, c'est que c'est vraiment quelque chose de spécifique à Paris. Il n'y a aucun équivalent, absolument aucun équivalent sur la planète. Ça, on peut vraiment le dire, le marteler. C'est ni dans le temps, ni dans la dimension, ni dans le mode de fonctionnement, on n'a aucun équivalent. Après, vous avez des petites bancarelles, des petits chariots plein de livres à Milan, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait il y a 30 ans d'ailleurs. Vous avez des rues de libraires à Tokyo, vous avez en Chine, vous avez à Pékin, vous avez un marché, une espèce de rue avec des placards, les placards se vident sur le trottoir, mais c'est du livre neuf, et c'est pas des choses très anciennes. Nous, on est vraiment... Oui, c'est aussi l'ADN, quoi. On est vraiment quelque chose de... Alors, est-ce que c'est parce que Paris est quand même une des capitales de l'imprimerie et de l'édition ? Il ne faut pas oublier que le français, c'est quand même la langue diplomatique et culturelle jusqu'au début du XXe siècle. Et puis Paris était, je veux croire que ce l'est encore, un pôle capital de la culture. Mais effectivement, on s'est développé plus sur la rive gauche que sur la rive droite du fait des universités, des grandes écoles, des éditeurs, des imprimeurs et des libraires,
plus sur, donc on est, et même aujourd'hui ça se note, on est à peu près 145 sur la rive gauche et 85, 90 sur la rive droite. Il y a quand même, c'est presque un tiers, 2 tiers. Mais oui, je sais pas, c'est vrai que c'est une formule économique qui s'est pas développée ailleurs, des marchés, des halles de livres, mais c'est ce qui fait aussi la force. Et c'est ce qui fait la force de notre dossier, c'est qu'on n'a vraiment aucun équivalent nulle part ailleurs. Il y a eu des petits essais de copies, c'est dans les 10, 20, 30 dernières années. Je crois que c'est sous le pont de Waterloo, un truc comme ça, à Londres, où il y a un petit marché depuis une quinzaine d'années qui s'est développé. Enfin, à Lyon, comme vous disiez, effectivement, il y a... Oui, d'ailleurs, j'ai dit Lyon, mais peut-être qu'il y en a dans d'autres villes, la pêcherie, c'est tout petit, exactement. Et les boîtes servent à la limite plus en stockage qu'ils mettent des tables, des tréteaux avec des planches dessus pour exposer leurs livres, et c'est seulement le week-end. Voilà. Les équivalents qu'on peut trouver sur la planète sont vraiment... très ponctuels, et franchement c'est des essais de copie de notre modèle, mais notre modèle macroéconomique du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de la semaine, sans discontinuer. Et c'est vrai que quelle que soit la journée, vous allez sur les quais, c'est quasiment impossible de ne pas trouver un bouquiniste ouvert de 9h du matin à 9h du soir, même s'il ne fait pas très beau. Alors effectivement, les intempéries peuvent nous dissuader, comme la neige. La neige, c'est notre pire ennemi. Le flocon, elle se fourrer au fin fond de la boîte et après et pourrir les livres. Voilà. Jérôme, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels que vous avez fait récemment, pas forcément des nouveautés, mais à nous partager? Un coup de cœur, ça peut être... Ça peut être un livre, un film, ce que vous voulez. J'ai bien aimé l'Expo Proust au Musée Carnavalet. Malheureusement, elle est quasiment finie. Qu'est-ce que coup de cœur sinon, en lecture, il y a des auteurs, effectivement, qui sont assez... on me demande souvent quel est mon livre préféré. Je réponds non, j'ai pas un livre préféré, j'ai des livres préférés. Tout à l'heure, je parlais des lettres de la religieuse portugaise, qui pour moi est un livre qui se lit, se relit, qui est vraiment une merveille. Après, le Dumas d'aujourd'hui, Arturo Pérez Reverte, je trouve que c'est un auteur qui me ravit chaque fois qu'il sort un livre. Je le dévore avec plaisir. Et puis sinon, il y a plein, il y a des tonnes de... C'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie, c'est moi. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.